Mais si on a prévu le coût en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, puis en faisant une réallocation de l'actif qui générait moins d'argent, puis venir mettre dans l'assurance, ben, tu sais, le propriétaire de contrat peut se dire, ben, j'ai pas le choix de décaisser, allons-y, puis ce qui reste, c'est mon contrat d'assurance vie, Ouais. puis ma succession ou ma prochaine génération aura au moins des liquidités. Mhm. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Outside the Box. Je suis toujours avec mon invité Marc Lévesque, directeur d'assurance vie chez Groupe Cloutier Services Financiers. Bonjour Marc. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup. c'est moi qui te remercie. Aujourd'hui, on a démystifié on a démocratisé l'assurance vie dans le dernier épisode. On a approché la gestion de risque beaucoup, le pourquoi est-ce qu'on devrait en détenir, qui devrait en détenir. Là, aujourd'hui, on va aller dans un petit peu plus spicy, un petit peu plus crunchy. Là, on va parler de réallocation d'actifs, puis l'assurance vie, quand on la voit un peu plus comme un investissement plutôt qu'un outil de gestion de risque. Ça reste quand même un outil de gestion de risque Ouais. là, à la base, là, mais... C'est la question. OK, c'est bon. Donc, je vais te poser, Marc, qu'est-ce que ça représente pour toi, outside the box? En fait, je trouve l'idée excellente dans le sens que cette façon de faire permet d'approcher une nouvelle clientèle, les jeunes, on va se le dire. Conventionnellement, c'est pas facile de rejoindre la jeune clientèle d'aujourd'hui parce qu'ils sont sur les médias sociaux. Dans le temps, on avait l'habitude de travailler avec les téléphones, les outils qu'on avait à la base, le référencement, puis les colloques, puis etc. Maintenant, les gens se sont déplacés. Fait qu'ils ils se retrouvent tous sur les médias sociaux. Et je trouve que Inside the Box, ça nous permet d'aller chercher cette clientèle-là et d'inciter, ou si vous voulez, d'informer la jeune clientèle aux produits qui existent. Ouais. Puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais les jeunes sont beaucoup plus axés sur l'investissement parce que c'est bien plus le fun. Ben oui, c'est Tu sais, le fun. acheter une action, puis la voir monter, puis rapidement la revendre, transiger, c'est le fun. Ouais. Mais l'assurance vie, c'est pas ça. L'assurance vie, c'est un produit à la base qui est très conservateur. C'est un produit qui prend de la valeur dans le temps. Mais comme on vit dans une société qui va vite, ben on veut les choses vite, puis que ça aille vite. Ouais. Mais l'assurance vie, c'est pas lent. vite. Ouais. C'est lent. Mais savez-vous quoi? C'est probablement l'actif qui va être le plus rentable à la toute fin. Ouais. Fait que oui, il faut l'adresser, ce type de produit-là. Puis tantôt, dans la première discussion, j'ai évoqué que l'assurance vie, c'est un outil financier. Mais je vais rajouter un mot. C'est un puissant outil financier qui permet au propriétaire de contrat qui l'a là, entre les mains de décaisser son patrimoine sans se soucier d'un stress financier, à savoir, il va-tu en rester soit pour ma Sur ma succession? valeur successorale. Exact. Est-ce qu'il va en rester pour ma succession? Est-ce qu'il va en rester pour une fondation? Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent à ça. Il y a des gens qui sont seuls dans leur vie puis qu'ils n'ont plus de conjoint, pas d'enfants. Et la seule option qu'il leur reste, c'est, au lieu d'écrire un chèque à Canada et à Québec, ben ils vont peut-être mieux aimer d'écrire un chèque à une fondation qui, en contrepartie, va recevoir un reçu fiscal. Puis ça va venir éliminer une grande partie de l'impôt. Mais au final, c'est quoi? C'est que c'est la société qui aura bénéficié de la générosité d'un propriétaire d'un contrat d'assurance vie. Et l'assurance vie aussi, au final, tu as dit un mot qui s'appelait bonifier la valeur successorale. Ouais. Moi, je vais plutôt utiliser le mot préservation. OK? Pourquoi? Parce qu'on a acquis un patrimoine avec le temps,
Mhm. Maintenant, l'assurance vie, son rôle, c'est de le préserver et de le garder dans la famille. Bonifier, ça veut dire tout simplement que on en veut plus. Ouais. OK? Et c'est là que les gens peuvent avoir une perception de l'assurance vie un peu négative dans le sens, pourquoi j'en laisserais Ouais. plus? J'en ai déjà assez, par J'en ai exemple. déjà Ouais. assez accumulé. Mais l'idée là-dedans, c'est, moi j'utilise le mot préservation dans le sens que on a acquis un patrimoine, on va le préserver, puis on va s'assurer de pouvoir le transmettre à la prochaine génération. C'est ce qui, je pense que c'est le rôle numéro un quand on veut faire de la diversification d'actifs. Ouais. Puis là, tu avais une question par rapport à ça, la diversification de l'actif. Ben oui, ben je voulais que dans tes mots, parce Mhm. que tu l'expliques super bien, c'est une des raisons pourquoi que je t'ai invité. euh, Quand on parle de diversification, de réallocation d'actifs, ben quand on va comparer les rendements de l'assurance vie sous forme plus d'un investissement que d'un outil de gestion de risque, même si c'est pour la préservation, ben, à quoi est-ce qu'il faut le comparer? Parce que les gens vont pouvoir le comparer à l'immobilier, ils vont pouvoir le comparer au marché boursier, ils vont pouvoir le comparer aux actions. Quand on va prendre un montant de l'investissement d'un client, puis on va l'allouer dans une assurance vie à la place, à quoi il faut le comparer? Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi les points de différence qu'on doit comprendre? OK. Euh, la différence, c'est la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'un produit d'investissement a sa fiscalité propre à lui et l'assurance vie a aussi sa fiscalité. Bon. Là, tout dépendamment où on place le produit d'assurance vie, est-ce que c'est dans une société de gestion ou est-ce qu'on le fait au niveau personnel? La diversification de la stratégique, là, ou la réallocation d'actifs, on peut dire, là, c'est quoi on fait? C'est qu'on prend le portefeuille d'un client, un portefeuille d'investissement. On oublie l'immobilier. On oublie toutes les autres choses. C'est pas ça qu'il faut. C'est on prend l'argent investi, l'investissement, un portefeuille de placement, que ce soit en actions, en fonds mutuels, en fonds distincts, en fonds négociés en bourse. Name it. La réallocation de l'actif, elle se fait seulement au niveau des revenus fixes, les certificats de placement garantis. Parce qu'un client, j'ose espérer, qui n'a pas 100% de son portefeuille en actions, Mais dépendamment de son cycle, où est-ce qu'il est rendu, évidemment, là. tout dépendamment de Ouais, sa tolérance au risque. exact. Mais c'est rare qu'on voit ça. Mhm. On va voir des portefeuilles qui sont de l'ordre de 60-40%. 60% actions, 40% à Revenu titre de fixe. revenus fixes, à cash. Bon, Obligations, marché liquidité. monétaire, c'est Ouais. ça affaire-là. Des fois, on voit 70-30. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est de pouvoir réallouer la portion revenu fixe d'un portefeuille, puis de l'investir à travers l'assurance vie. Est-ce qu'on prend 100% de la portion du portefeuille en revenu fixe? Ben non. Ben non. On va en prendre peut-être 10%, 6, ouais. des fois 15%, très rarement 25%. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que des revenus fixes, ça rapporte, là, les dernières années, ça a rapporté 2%, 1%. Des CPG à 0,90 pour un an, puis 1,20, 1,5 pour 5 ans. Est-ce qu'on peut faire plus? La réponse est oui. Puis aussi simple que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au client, Monsieur le client, si vous repreniez une partie de votre revenu fixe, la portion qui est la moins rentable de votre Et portefeuille, la plus imposée, là, si elle est et en non plus enregistrée. imposée, et qu'on venait de faire un versement de prime dans une police d'assurance vie, et là, la police d'assurance vie peut prendre plusieurs formes. Elle peut être de type vie entière non participante, Vie entière participante. vie entière avec participation, puis elle peut aussi prendre la forme de la vie universelle. Ce sont tous des produits de type permanent qui permettent d'accumuler des valeurs de rachat à l'abri de l'impôt à travers un contrat d'assurance vie qui va être versé sous forme d'un capital d'essai non imposable à la succession.
Donc là, on vient d'améliorer son rendement sur son revenu fixe, on vient Oui, d'améliorer sa fiscalité. oui, Donc là, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Puis, tu as parlé de valeur de rachat. oui. Ce que les gens aiment parler quand on parle d'assurance vie, ce que les gens nous demandent quand Ah ouais, tu fais de l'assurance, tu fais des assurances avec valeur de rachat. Oui. Euh, Vas-y, je pense. Ben, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs façons de construire le dossier. Euh, ce qu'il faut enlever comme perception dans la tête des consommateurs, c'est ouais, mais mon chum, il a fait ça, puis ça a l'air cool. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Chaque individu a sa propre fiscalité et ses propres besoins. Mhm. Puis je peux travailler 200, 300 dossiers dans une année, facile, puis chaque dossier va être complètement différent. Et c'est ça qui est le fun, et c'est ça qui est la beauté de l'assurance vie, c'est que chaque dossier qu'on travaille n'est pas le même. Exact. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des enjeux de tarification, il y a des enjeux de fiscalité, puis chaque personne n'a pas la même vision de ce qu'il veut avoir Mhm. dans 10, 15, 20 ans. Puis l'objectif premier de l'assurance vie n'est certainement pas le même pour tout le monde. Non, Bon, probablement pas. bon. Il y en a qui vont dire, moi, l'assurance vie, je voudrais en faire un produit qui va me permettre de préserver mon actif puis de pouvoir le transmettre à une meilleure fiscalité possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission d'actifs. Mhm. Il y en a, par contre, qui vont dire, moi, là, l'assurance vie, là, au final, là, le bénéfice d'assurance, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est l'accumulation des valeurs. Ouais, à l'abri de l'impôt. Exact. Si je pourrais mettre 50, 30, 50, 100 000 de versement sur une période de, disons, 10 ans, ben, j'aimerais que dans 10 ans, ma valeur de rachat soit minimalement 100 000. Exact. Disons ça comme ça. Ben, il y en a que c'est la valeur de rachat qui leur importe beaucoup. Mhm. Puis pourquoi? Ben, parce que ça s'inscrit aussi dans les bilans. Mais t'es Tu bon, sais, je m'arrête à te demander pourquoi est-ce que ça les intéresse. ben, en fait, ce qui arrive, c'est quand on le fait au niveau corporatif, souvent les comptables ou les fiscalistes, si on est pour sortir, je sais pas moi, 30 000 dans une année, ben, on aimerait ça que ça soit égal au bilan. Mhm. Donc, si on sort 30 000 de l'investissement, on aimerait ça voir 30 000 dans la valeur de Dans rachat. un actif. Ben Ouais. oui, parce que la valeur de rachat devient quand même aussi un actif pour Ouais. la société. Bon, maintenant, c'est quoi le but premier d'avoir des valeurs de rachat? Puis pourquoi s'acquérir des polices de cette façon-là? Ben, il y en a plusieurs qui vont y aller avec ce qu'on appelle des programmes de financement immédiat, Ouais. le fameux PFI. Puis ça, pour que les gens associent de quoi on parle, Ouais. ça, c'est les vidéos TikTok que les gens nous envoient pour nous dire Hey, c'est vrai que je peux m'acheter un char avec mon assurance vie, là? Puis c'est Ouais. vrai que je peux avoir un contrat gratuit. Ouais. C'est ce qu'on appelle le coût zéro. Ouais. Mais Hugo, dans la vie, là, t'as-tu déjà vu quelque chose de gratuit? Non, Non, hein? non, pas souvent. Tu penses qu'il est gratuit pendant une période de temps, puis Ouais. après ça, tu te rends compte qu'il l'était pas. Tu sais, le zéro cost, c'est une stratégie financière. OK? En soi, c'en est une. Mhm. Est-ce que la stratégie est bien véhiculée? Est-ce que le consommateur ou le propriétaire de contrat qui achète la stratégie et qui achète le contrat comprend très bien dans quoi il s'embarque? Parce que zéro cost, l'idée là-dedans, là, le programme de financement immédiat, c'est de faire financer les primes par l'entremise d'un prêt bancaire, Comme une marge de crédit. comme une marge de crédit, pour éviter à la société, mettons la société de gestion, de puiser dans ses Ouais. actifs puis d'aller l'investir dans l'assurance vie. Mhm. Bon. Il faut toujours bien que le propriétaire de contrat paie au moins la première prime. Ouais. Donc, si on a une stratégie dans laquelle le propriétaire ou la société doit investir 100 000 il faut toujours bien qu'il y ait un Qu'ils chèque. mettent le 100 000. Ouais. Hein? On peut pas demander à une banque de nous passer l'argent puis faire l'investissement dans l'assurance.
Non, le gouvernement n'acceptera jamais ça. Il faut minimalement qu'il y ait une preuve d'un paiement fait à une compagnie et après, la banque va faire un prêt en fonction de la valeur accumulée dans le contrat. Plus ça peut aller à 50% de la valeur, ça peut être, dépendamment de la banque, 90, Et voilà. 100%. Et voilà. Pourquoi? Mais parce que si on investit dans un produit de style vie universelle, dans lequel on peut choisir nos propres investissements, puis si on s'en va mettre 100% de titres d'action, ben la banque va dire, oh, Il y attends a une beaucoup de minute. volatilité dans ton portefeuille, là. Ouais. Mhm. Fait qu'on va te passer à 50% de la valeur. Si on choisit Des placements garantis, des par placements exemple. garantis à CPG qui rapportent 2-3%, ben la banque, elle ne voit pas trop de risques. Puis elle va dire, Ouais. bah, je vais te passer 75-80, puis peut-être même bien 90%. Mhm. Mais ça, c'est pour la vie universelle. Puis ce type de produit-là, c'est un produit qui est sophistiqué, qui demande une bonne connaissance des placements. Puis le conseiller se doit, s'il veut être consciencieux, puis respecter les règles de conformité, etc., produire ce qu'on appelle une tolérance au risque, un Un profil profil investisseur. d'investisseur. Pourquoi? Ben parce que si en plus le propriétaire de contrat doit investir dans le contrat d'assurance vie via un prêt bancaire avec un taux d'intérêt, puis qui vient mettre à risque le rendement en choisissant des Puis, mauvais placements, puis il fait moins 20 en 2022 en étant 100% action. c'est Qu'est-ce qui se ça. passe? C'est ça. Puis là, je vais rajouter encore plus. Il y a 2 ans, on était où au niveau des taux Ah d'intérêt? ouais, je savais que tu t'en allais là. Si tu le disais pas, je le disais moi aussi. Tu sais, les prêts bancaires pour faire le financement immédiat, on était de l'ordre de prime plus 1. Mhm. Puis si le dossier de crédit était excellent, puis je dis bien excellent, ben on avait prime, puis prime moins 0,5, Ouais, moins moins 5 un. à peu près. Ouais. C'est le fun, là. Ouais, Là, on avait un beau scénario. Pourquoi? Parce que le coût d'emprunt était quand même pas si pire. exact. Mais aujourd'hui, là, à 6, à 7%, là, puis que les rendements ne sont pas nécessairement au Au rendez-vous rendez-vous, pour là. l'instant, ouais. Ça commence à faire beaucoup de leviers puis beaucoup de risques. Bon. Chez nous, chez Groupe Cloutier, on doit travailler peut-être une vingtaine de dossiers par mois, peut-être un peu plus, avec du programme financement immédiat. Mais la réalité, on en fait combien au final? Ouais, c'est ça. Il y a ce qu'on Peut-être, travaille, puis ce qu'on livre, puis qu'on renterne. peut-être un, Ouais, peut-être deux. Euh, Puis la raison est fort simple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des sociétés de gestion, parce que on parle de ça ici, parce que c'est quasiment 100% fait par des sociétés de ouais, gestion. Euh, Souvent, l'argent est là. Puis là, la propriétaire, il se pose la question à savoir, mais pourquoi je vais emprunter à 6-7% si je l'ai. si je l'ai? Ouais. Puis qu'en partie, ça me permet de sortir de l'argent de mes investissements qui me rapportent peu, Mhm. puis d'aller l'investir dans un contrat d'assurance vie. Bon, aussi bien de le faire comme ça. Ouais, Fait que je vous dirais qu'à 95-97% du temps, ce sont des investissements qui sont faits direct. upfront et non via un programme de financement Exact. immédiat. Tout le monde en parle, Mais c'est bien d'en mais parler, puis je crois que aussi ça peut aider les gens à s'intéresser à oui, l'assurance vie en ayant ben, cette stratégie-là, tu en entends parler, tu te renseignes, mais comme tu as dit, il faut que ce soit avec un conseiller qui connaît bien les placements c'est ça. aussi, puis quelqu'un qui est averti en tant que consommateur, client ou acheteur de contrat d'assurance vie. Exact. Fait que les PFI, c'est certainement pas fait pour tout le monde. Puis c'est pas fait pour s'acheter une Lamborghini. Vraiment pas. C'est la pire chose. Mais je pense que, tu sais, c'est aussi la responsabilité des conseillers de bien véhiculer le message. Puis de bien, on va utiliser un terme anglais ici, bien saisir l'objectif du client. Ouais. C'est quoi le but premier? Puis à partir de là, mais on fait ce qu'on a à faire.
Mais tu sais, je pense qu'on a la responsabilité de véhiculer le bon message. Mhm. Puis oui, tu as raison de dire que quand je vois des choses comme ça sur TikTok puis n'importe où, là, des fois les oreilles me frisent puis je fais Ouais, comme oh, c'est ouais. vraiment pas la bonne chose à faire. Puis c'est drôle, hein? C'est un point que j'apporte là, personnellement, c'est mon expérience personnelle. C'est toujours dans des situations économiques comme qu'on est Que les actuellement. gens cherchent de la sécurité puis Ah, du réconfort, qui vont chercher de trouver ouais, des outils plus stables ouais. ou... Puis tu sais, l'idée est toujours la même, hein? Aujourd'hui, on voit ça sur TikTok, LinkedIn, puis name it. OK? Ben, voilà une couple d'années, hein, c'était dans les petites pages du Journal de Ouais. Montréal, dans les annonces. Vous aviez un cri, voulez-vous le désenregistrer sans pénalité au gouvernement? Et ça, on en a vu, là. Puis, tu sais, je vois des choses aussi sur Facebook, puis je fais comme, oh, Hmm. ça sent la fraude à plein nez. Je m'excuse, là, mais Non, mais j'aime ça. Regarde, c'est c'est comme, outside the box. Je suis content. Quand on tombe les filtres, là, c'est exactement dans mon élément. puis c'est comme, tu sais, on n'inventera pas le bouton à quatre trous, là. Non. C'est, le message est le même. Ouais. C'est juste la façon de le dire qui est différente. Ouais. Mais au final, ça va être quoi? C'est de l'arnaque. Ouais. Puis il faut faire attention à ça. Puis je pense que notre rôle en tant que conseiller, c'est, encore une fois, je l'aurais dit, c'est de véhiculer le bon message. Puis c'est aussi que les gens prennent, qu'il y ait des réflexes, des lumières rouges qui Mhm. s'allument. Ouais. Quand c'est trop beau pour être vrai. Hein? Ça porte à réflexion, puis il y a peut-être des devoirs à faire en Oui, lien avec puis ça. prenez le temps d'aller voir des gens pour vous conseiller, que ce soit des conseillers juridiques, un avocat, un notaire, que ce soit des comptables, des fiscalistes, que ce soit un conseiller en sécurité financière. Tous ces gens-là ont la formation, puis ils ont une certaine éthique, puis ils connaissent les produits. Mhm. Puis, fait qu'à ce moment-là, on se perd pas dans tout ça. Bon. Maintenant, puis si on revient à la réallocation de l'actif, quand on le fait personnellement, tu sais, on a Ouais. vu le On a côté vu le corpo, corpo, là. entrepreneurial, puis... C'est bien le fun. Tu sais, il y a plusieurs sujets qui pourraient être élaborés là-dessus, le revenu passif, Ouais. le pourquoi, tout ça. Mais si on revient On va suggérer aux gens de rencontrer leur conseiller pour en parler. C'est ça. Mais si on revient au côté personnel, ça serait quoi la raison numéro un de faire de la réallocation d'actifs? Ben, en fait, tous les gens, en fait, je connais personne qui n'est pas intéressé à avoir un meilleur rendement sur ses placements. Mm. Hein? Souvent, les gens vont faire du placement pour deux raisons. Ben, un, pour se prémunir de l'espérance de vie qui nous pend au bout du nez, c'est-à-dire être en mesure de survivre. Ouais, parce que si l'espérance de vie rallonge, ton besoin de revenu aussi. Exact. Fait que si ça, c'est pas bien fait, ça veut dire qu'on a une chance de survivre à nos placements. Mhm. Hein? On faisait nos planifications dans le temps à 80, mais aujourd'hui, on est rendu 90, Ouais. puis j'irais même jusqu'à 94. L'inflation a son rôle. On faisait nos planifs à 3,1 Ouais. avec un taux d'inflation, mettons 3,9 avec une inflation à À deux. Ouais. 2,5. Bon, si je reprends les planifications qui ont été faites, puis les Ouais. analyses de retraite, tout ça, je pense qu'on est loin du résultat. Ouais. OK? Ouais. Pas depuis les deux dernières années, en tout cas. C'est ça. Là, les taux d'intérêt, c'est le fun. Hein? Ils sont passés de peut-être 1,20 sur 5 ans. Puis là, aujourd'hui, on va peut-être voir du... 4,45. Ouais, ben j'ai même vu du 5 %. OK. C'est quand même assez intéressant. Mais attendons de voir la décision de la Banque du Ouais. Canada demain. Peut-être qu'on va bien voir un 6 pour Ouais. 5 ans. On ne sait pas. Mais ceci étant dit, si les taux d'intérêt montent, c'est excellent pour les assureurs. Mhm. Quand les taux d'intérêt sont bas, ça affecte beaucoup les bilans des compagnies d'assurance. Pourquoi? Bien, à la base, une compagnie d'assurance perçoit une prime. Mhm. Puis elle ne place pas ça pour 1 an, puis 2 ans, 5 ans. Ben non. Ils vont placer ça pour 30 ans. Parce qu'ils ont des visions à long terme. Mm. Donc là, voir les taux d'intérêt monter, les compagnies d'assurance, normalement, sont assez conservatrices dans leur façon de faire les placements. Pourquoi? Bien, parce que les compagnies d'assurance sont aussi des joueurs importants dans la gestion de nos fonds de pension, Ouais. que ce soit
sais, je vais nommer des grandes compagnies, là, Bell Canada Ouais, et tout, là, mais ceux du gouvernement, etc., ben, en arrière, c'est souvent des compagnies d'assurance. Mais évidemment, on a aussi des grandes firmes de gestion de patrimoine, comme des Aon Solutions Canada, des Mercer, mhm, il y en a plein. ouais, Bon, ce sont des gens qui, normalement, font du placement de façon conservatrice. conservateur. Puis, avec la venue des taux d'intérêt qui montent sans cesse, ben, ça a un impact sur les produits qu'on appelle participatifs. Assurance vie entière Avec avec participation. participation. Donc, tu sais, je regarde les compagnies d'assurance leur barème de taux de participation sur lequel ils s'appuient pour faire les pronostics avec les conseillers puis les clients. On joue entre 5 et 3 quarts et 6 et Je savais pas 35. si on avait le droit de le dire, Oui, on a le là. droit de le dire. Ah, c'était écrit Ben oui. réservé aux conseillers quand je Bah, recevais, là, dans mon courriel. non, non. Mais, tu sais, il y a certaines compagnies qui sont à 5 et Ouais, 3 quarts, il y en a d'autres à six ouais, 35. Pourquoi une si grande différence? Ben, c'est souvent soit que euh, le compte de participation existe depuis combien de temps? Est-ce que ça fait 5 ans? est-ce que ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans? Est-ce que ça fait 150 ans? Hmm, Lorsqu'on a des compagnies d'assurance qui ont des produits de ce type-là depuis des années et des lunes, ben, ils ont réussi exact. à faire un beau pot, puis ils ont réussi à gérer ça. Puis leur stratégie à long terme a fini par avoir le temps de son côté. Exact. Bon, mais en étant directeur assurance vie chez Groupe Cloutier, je pense aussi que mes collègues aussi dans l'industrie en général fonctionnent de la même façon. Nous, quand on bâtit des programmes ou des illustrations pour les conseillers et pour les clients, souvent, on va s'assurer de prendre le barème d'actuel, exemple 6%, Mhm. et on va faire notre illustration Moins un. moins 1. Hmm. OK? Pourquoi? Ben, parce qu'on va être Ouais, conservateur dans dans notre approche. notre approche. Puis, dans certains dossiers, on va même faire moins 2. OK. OK? Et là, ben, on prend l'illustration, on prend ces chiffres-là et on vient les mettre côte à côte avec un placement. Souvent, on va utiliser 4%, 5,5%. Tu sais, des Mhm. fois, on utilise 5 dans la Ouais, majorité des temps. Et on vient mettre côte à côte la stratégie de l'assurance, réallocation de l'actif, versus ce qui est déjà fait et mis en place dans du son côté placement. investissement. Et là, on va démontrer la stratégie de le faire en investissement avec l'impôt et au Ah, final, au moment du décès, puis on vient mettre à côté la stratégie de l'assurance, l'impact fiscal dans certains cas et le ce qui reste. bénéfice à la fin. Ouais. Et là, ben, on peut l'exprimer chacune des années jusqu'à 100 ans. Puis ça, est-ce que tu considères quand tu vois la différence que c'est de la bonification d'actifs quand tu vois le résultat après impôt à la fin? Ben, écoute, il y a certains dossiers dans lesquels on va avoir une efficacité successorale de 12%. Dans d'autres dossiers, ça va être 5%. Mhm. Pourquoi? Ben, parce que c'est l'impact, les Exact. Les rendements, tout et facteurs tout, de chaque situation. etc. Exact. Mais ce que l'assurance vient faire, dans la majorité des cas, c'est qu'on peut avoir un côté investissement. Et à un moment donné, on peut venir faire des ponctions de montants forfaitaires dans notre placement. Pourquoi? Ben, tantôt, on a parlé d'espérance de vie. Ça se peut-tu qu'un jour, on en ait besoin Mm. parce qu'on va se retrouver dans un RPA, Mm. un CHSLD? Puis il ne faut pas se leurrer, là. Les coûts de santé explosent Ouais. au Québec, puis même au Canada. Donc, ça se peut qu'on doive Se tourner vers notre placement, puis venir faire des ponctions. ouais, Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir dilapider ou les valeurs de rachat. Ouais, ça va venir dilapider ce qu'on appelle notre placement ou même faire un décaissement accéléré. Mhm. Mais si on a prévu le coût en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, puis en faisant une réallocation de l'actif qui générait moins d'argent, puis venir mettre dans l'assurance, ben, tu sais, le propriétaire de contrat peut se dire, ben, j'ai pas le choix de décaisser, allons-y, puis ce qui reste, c'est mon contrat d'assurance vie, puis Ouais. ma succession.
où ma prochaine génération aura au moins des liquidités. Mhm. Fait que ça enlève aussi un stress financier. Ouais. Je trouve que c'était très bien dit. Puis je pense que c'était peut-être plus costaud comme épisode parce qu'il y a des finalités, puis il y a des points à savoir. Mais je pense que c'était très bien exprimé. Est-ce que tu aimerais rajouter un point avant qu'on termine l'épisode? Ben, écoutez, c'est sûr que le meilleur moyen de voir si cette stratégie-là s'applique à notre situation, ben, c'est de s'asseoir avec le conseiller, d'en discuter. Non, c'est pas une stratégie qui est faite pour tout le monde. Puis cette stratégie-là doit être quand même bien étoffée, bien expliquée. Là, j'ai coupé court à beaucoup de Mais choses. On voulait introduire aussi au sujet. C'est Mais sûr c'est que, ça. comme on l'a dit, c'est pas one size fits all non plus. Ben, c'est juste de démontrer que l'assurance vie, son rôle numéro un, c'est la protection, hein, de la famille, puis la protection de nos actifs. Mais si on y va un peu plus loin dans la vision, à ce moment-là, l'assurance vie peut devenir aussi un outil financier qui permet le décaissement de façon judicieuse, puis ça permet aussi la transmission d'actifs entre générations et, encore une fois, libre d'impôts. Hein? Sans l'oublier, Sans hein? l'oublier. Sans l'oublier. Puis, évidemment que, comme j'ai expliqué au tout départ, on habille le client avec la bonne solution puis le bon produit. Ouais. Fait que il ne faut pas penser que cette situation-là s'applique à moi puis ça va être beau, wow. Ouais. Non. C'est bon ça, j'en veux de moi aussi. Il faut le travailler. Ouais. Faut le travailler. Faut qu'on en discute avant. Ouais. Exact. Ben, je te remercie beaucoup, Marc. J'espère que ça vous a plu. Je suis convaincu que oui. Et vous pouvez suivre Marc sur LinkedIn, suivre ses blogs et ses stratégies financières sur LinkedIn. Puis, je vous remercie d'avoir écouté le podcast Outside the Box. N'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire. Merci.